Notre prochain invité est un conseiller municipal, oui, mais il est aussi un travailleur du Grand Nord. Évidemment, il ne passe pas 365 jours par année là-bas. Il fait des allers-retours et justement, il vient tout juste d'arriver du Grand Nord. C'est Sébastien Godette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Travailleur du Grand Nord dans le domaine de la santé pour le centre de santé, mais je vais te laisser le nommer. C'est le centre de santé Inulitivik. 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 Tout à fait. Bon, voilà. Qui veut dire en français là où les soins se donnent. Bon, c'est bien dit. Tout à fait. C'est un centre de santé qui, en termes organisationnels, ressemble à ce qu'on a, nous, ici, le CIS de la Montérégie-Centre, le CIS des Laurentides. C'est un CIS, là. C'est la même chose. C'est géré par un conseil d'administration. Nous, on dessert une population qui est inuit, donc la population de l'ouest du Québec. Donc, cette communauté inuit, c'est environ 7 000 de population pour 1 400 employés. 1 400 employés, 7 municipalités. 7 municipalités pour 7 000 à peu près de population. Répartis sur combien, le territoire? C'est un là? territoire à peu près grand comme la France, donc à peu près 500 000 km². Aïe, aïe, aïe. Donc, on a énormément d'enjeux de logistique. Donc, quand on dit on a beaucoup d'employés, bien, c'est qu'on a des employés qui sont toujours en rotation. Bon, tu as travaillé longtemps, évidemment, sur la Rive-Sud de Montréal, toujours dans le domaine des ressources humaines pour les différentes organisations de santé là, qui ont changé de nom au fil du temps. Bon, on les connaît. Mais qu'est-ce qui fait un jour que tu as décidé d'aller travailler dans le Grand Nord? C'était un vieux rêve. Je disais aux gens que ça a commencé, moi, avec Passe-Partout. On entendait parler des Indiens, des Esquimaux. Ça m'a toujours fasciné. Puis, à un moment donné, pendant la pandémie, j'ai eu l'opportunité d'avoir un remplacement comme coordonnateur de la main-d'œuvre au Conseil CRI. Et je me suis dit, je me lance. On était dans une situation extrême au sud du Québec. La pandémie nous faisait mal. J'avais le goût d'avoir des nouveaux défis. Puis, je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité-là. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon baptême à la baie James. Et ensuite de ça, j'ai eu une promotion comme directeur adjoint des ressources humaines au centre de santé Inulitivik. Donc, j'ai découvert la population inuite. Bon, là, tu parles de la baie James. Ça, c'est une partie. Oui. Mais là où tu es, là, comme là, dans les dernières semaines, tu étais là-bas. Oui. Tu es où physiquement? Je suis à Pouvirnitouk, qui est une communauté d'à peu près 2000 personnes. On est situé à 2h30 d'avion de Montréal. Donc, pour les gens, là, l'avion qu'on prendrait pour se rendre à Pouvirnitouk, si on prend le même avion et on va vers le sud, 2h30, on n'est pas loin de la Floride, mais on est encore au Québec. Donc comme je dirais, c'est une pointe rocheuse où on atterrit et on se trouve à avoir une communauté qui a tous les services d'une municipalité au Québec. Bon. Est-ce que déjà là, tu vois une différence entre ça et la baie James? Oui, la population est différente. C'est sûr que les Inuits et les Cris, c'est deux peuples qui sont complètement différents. Donc, ils ont des enjeux de santé différents. L'organisation aussi des municipalités est différente. L'organisation des soins de santé est différente. Donc, c'est sûr et certain que, oui, il y a des grosses différences. Puis, il y a aussi toute la logistique. Les Cris, pratiquement toutes les communautés sont rejoignables par la route, alors qu'au Nunavik, tout se fait en avion. Bon, sur les 1 400 employés auxquels tu fais référence, est-ce qu'ils sont tous là 12 mois par année ou s'il y en a une partie comme toi qui font des allers-retours? Il y en a une certaine partie comme moi qui vont faire du fly-in, fly-out qu'on appelle. Donc, moi, je vais passer à peu près 20 semaines par année au Nunavik. Il y a des gens, par contre, qui vont travailler constamment là-bas. Donc, ils vont faire des 9 semaines de travail là-bas, puis ils vont revenir ici 4 semaines. Donc, ils vont faire 36 semaines. C'est pour ça qu'il y a toujours une équipe de rotation pour que, quand les gens reviennent en congé pour 1 mois, il y a des gens qui sont là-bas pour prendre leur place. Mais là, explique-moi, tu dis 20 semaines par année. Oui. Là, tu étais parti quoi, 2 semaines à peu près? Moi, absolument, moi, je vais y aller à coup de 3 semaines. Je vais regarder surtout le conseil de ville, les réunions. Au mois de janvier, on siège tard. Au mois d'août, on siège tard. Fait que souvent, je vais faire 2 longs stretches. J'appelle ça des stretches, donc je vais aller des fois 3-4 semaines. Fait que ça me permet après ça d'avoir beaucoup plus de disponibilité pour la balance de l'année. Mais quand tu reviens, Oui. tu es en congé ou tu es en Je suis télétravail? en télétravail. Moi, j'ai les mêmes conditions de travail que les cadres du 6 de la Montérégie-Centre. Donc, j'ai 6 semaines de congé par année. Par contre, j'ai à me déplacer, au Nunavik 20 semaines par année. Quand tu es là, Oui. tu travailles à 35-40 heures ou si tu t'en permets pour en faire? Je dis, ouais, tant qu'à être là, je vais travailler oui. plus. L'idée d'être là-bas, c'est d'être là pour les gestionnaires, d'être là pour les employés, de régler des problèmes, de visiter des communautés. Donc, effectivement, notre horaire est très, très différente. Puis, on fait beaucoup d'heures parce que, justement, les gens savent qu'on est là. Donc, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nous rencontrer. Puis,
c'est de créer aussi une proximité avec les gens. Le télétravail, c'est bien le fun, mais quand on est là sur place puis qu'on voit la réalité des travailleurs là-bas, je pense qu'on est beaucoup plus sensible après ça quand on revient chez nous pour justement gérer ces problèmes-là. Ah, c'est quoi justement les grandes différences? Tu parles des travailleurs. Tu parlais de logistique, on Ouais. peut imaginer, évidemment, c'est loin, donc les communications, l'Internet, clientèle qui est aussi différente. Très différent. Mais au-delà de ça, là, en quoi les conditions de travail sont-elles différentes pour une infirmière qui est dans le Grand Nord qu'une infirmière qui est à l'hôpital du Richelieu? Bien, c'est l'organisation du travail. C'est que nous, on est organisé en dispensaire et on a un centre hospitalier qui est situé à Pouvernetook. Donc, c'est sûr et certain que les équipes qui sont là vont venir pour des 9 semaines. Donc, ça veut dire que les gens ne retournent pas à la maison. Les gens sont là. Donc, l'organisation du travail est différente. On n'a pas énormément de temps supplémentaire, du temps supplémentaire obligatoire, on n'en a pas beaucoup non plus. C'est sûr que les gens sont très sollicités parce qu'ils sont sur le territoire, parce qu'ils vont être là pendant 9 semaines, mais c'est des conditions de travail qui sont différentes parce que, justement, les gens le savent qu'ils vont être là pendant 9 semaines. Les gens vont là souvent parce qu'ils veulent faire des sous, ils veulent travailler beaucoup. Ils vont avoir accès aussi à toutes les primes, la prime nordique, la prime cargo, la prime de rétention, qui vont faire en sorte que des fois, ils vont aller chercher peut-être 40 de plus de salaire qu'il y aurait, 40 de plus qu'il y aurait versus le Sud. Donc, les gens, ils vont pour une certaine raison. Il y en a qui vont y aller pour la mission, il y en a qui vont y aller pour l'argent, il y en a qui vont y aller pour l'aventure, il y en a qui vont y aller en début de carrière, en fin de carrière. Donc, c'est variable dans le fond. Bon, on le sait que le problème de l'heure actuellement au Québec et au Canada, c'est le problème de main-d'œuvre dans tous les domaines, dont la santé. Oui. Oui, il y a des primes, on comprend, mais est-ce que le recrutement demeure quand même difficile malgré là, tous les petits trucs et les à-côtés qu'on peut offrir aux employés? On a fait beaucoup d'efforts pour augmenter le recrutement. Habituellement, le Nunavik, c'est un territoire qui est très populaire. Quand on va dans les foires emploi, on arrive avec notre igloo, on arrive avec les chiens de traîneau, on arrive... Les gens veulent y croire, les gens veulent rêver. Donc, ça fait en sorte qu'on recrute beaucoup de gens. Le problème qu'on vit au Nunavik, c'est la rétention du personnel. On a énormément de difficultés à garder notre monde pour différentes raisons. Ça peut être en lien avec les conditions de vie là-bas, le froid, les températures extrêmes, les tempêtes de neige, les blizzards. Ça peut être aussi en lien avec l'accueil, la distance, l'éloignement. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des gens, des fois, qui vont venir, mettons, pendant 9 semaines, puis qui ne reviendront pas. Mais pour je dis une infirmière, mais ça pourrait être n'importe quel type d'emploi dans le domaine de la santé, est-ce que c'est réaliste pour quelqu'un qui a un chum, une blonde, des enfants? Est-ce que c'est... Il faut en discuter. Il faut en discuter, puis il faut se dire les vraies choses. Parce que oui, effectivement, au Nord, tu peux t'ennuyer. Oui, au Nord, tu peux sentir que tu es déconnecté du milieu. Mais on fait en sorte de mettre en place différents mécanismes de communication. Comme je dis, on a maintenant la fibre dans toutes les communautés qui fait en sorte qu'on soit n'importe où au Nunavik, on est capable d'avoir accès rapidement à notre famille. Donc c'est sûr qu'il faut faire des deuils par rapport au fait que nous, on voyage par avion. Ça veut dire que, je vais donner un exemple, Éric, tu es prévu de revenir vendredi d'un stretch de 9 semaines, puis il y a un blizzard, puis l'avion ne vient pas pendant 3 jours, bien, c'est sûr que tu peux... à un moment donné, c'est de vivre aussi avec ces extrêmes-là. Est-ce qu'il y a des gens qui déménagent là-bas là, pour 1 an, 2 ans, 3 ans? Ah oui. Il y a des gens qui ont refait leur vie là. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, 12 ans. Je parlais à une madame qui est là depuis 38 ans, qui a marié un Inuk et qui a fait sa vie au Nunavik. Donc, il y a des très, très belles histoires qui se passent au Nunavik. On n'entend pas souvent parler. Mais sur vos 1400 employés, il y en a combien là, qui font du in-and-out, un peu comme toi? Je dirais à peu près la moitié. Ah, la moitié? La moitié. Donc, tout ce qui est les services communautaires, la protection de la jeunesse, les soins infirmiers, c'est des gens qui vont faire du in-and-out. Par contre, pour les services administratifs, nous, on va y aller moins. Donc, puis l'idée, c'est de réserver les logements pour le personnel clinique. Parlons de la clientèle. Évidemment, qui est différente, clientèle inuit. En quoi c'est différent de n'importe quel autre humain là, qui a une pneumonie et puis qui doit se faire soigner? Bien, c'est sûr et certain que la qualité des services qu'on reçoit là-bas est très différente parce que la population est plus petite. Donc, souvent, la couverture médicale est très bien, la couverture en soins infirmiers est très bien. Donc, le temps d'attente dans les urgences du Nunavik, il n'y en a pratiquement pas. On a accès aux soins rapidement. Par contre, c'est que si la population est très malade,
on ne pourra pas les soigner au Nunavik. On va devoir les amener à Montréal. Donc, nous, on a une entente avec le CUSUM, donc McGill. Et à ce moment-là, on va devoir les héberger à Montréal. On va leur offrir les soins. Donc, ça fait en sorte que les services sont différents. Puis c'est une population qui a des pathologies qui sont très différentes. On parle de tuberculose, on parle de diabète, on parle d'obésité, on parle de problèmes de consommation d'alcool, consommation de drogue, ce qui fait en sorte qu'on a des cas qui sont majeurs là, au Nunavik. Toi, ton travail au juste, c'est quoi exactement? Moi, je suis directeur adjoint des ressources humaines. Donc, moi, mon rôle, c'est la coordination de tous les services opérationnels, que ce soit la dotation, la rémunération, les avantages sociaux, les relations de travail, le bureau de santé, la liste de rappel. Donc, moi, mon rôle, j'ai 4 gestionnaires qui sont sous moi. Donc, et c'est d'organiser, dans le fond, l'ensemble des services des ressources humaines pour nos employés, puis en même temps faire les liens avec le conseil d'administration et les partenaires. Tu disais tantôt ta référence aux Inuits, c'était dans le temps de Passe-Partout. Oui. Qu'est-ce qui est différent dans la réalité, là, dans la vraie vie, là, surtout que ça fait quand même un petit bout de temps que tu y vas? C'est la modernité. Ah, c'est l'accès, dans le fond, à l'information. C'est l'accès aussi à ce qui se fait au sud du Québec. Tu sais, les Inuits ont tous un téléphone cellulaire, ont la technologie à la maison. Donc, ils sont informés. Ils sont de plus en plus impliqués dans leurs organisations. Tu sais, on dit toujours, nous, on est de passage. Nous, notre objectif, c'est de bâtir cette organisation-là pour pouvoir leur céder le pouvoir pour qu'ils puissent l'administrer. Donc, puis ça se fait surtout via l'école. Donc, faire la promotion, dans le fond, de l'éducation. Au Nunavik, 5 des Inuits vont finir leur secondaire 5. Fait que c'est dramatique. Donc, il faut vraiment travailler avec eux pour les supporter. Tu vas faire ça pendant combien d'années? J'ai dit à ma patronne, Julie Bissonnette, que je salue, que je remercie pour son support, que j'ai dit que je me rendrais jusqu'à ma retraite avec elle. Il me reste 8 ans. Ah oui, tu veux vraiment faire ça? Moi, je suis tombé en amour avec le Nunavik. T'aimes ça, là, faire le... Ah, j'adore ça. Ouais. J'adore ça parce que c'est... Sincèrement, Éric, samedi, j'étais à Pouvernituk et il y a un Inuit qui m'a arrêté puis qui m'a dit en français « Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, monsieur. Quand tu te fais dire ça par un Inuit, quelqu'un qui n'a pas nécessairement... C'est pas sa langue maternelle, puis qui te dit ça, là, ça vaut beaucoup de paye, ça vaut beaucoup d'avantages. Quand même. Hein. Oui, C'est un monde, hein? Ça fait partie du Québec. Oui, c'est loin. Oui, c'est un peu particulier pour nous, là, vu d'ici, là, les urbains. Là. Oui. Mais quand même, je trouve ça intéressant de pouvoir partager au public un peu l'expérience d'un Joannais comme la tienne. Ça nous permet de relativiser aussi les problèmes qu'on vit à Saint-Jean-sur-Richelieu quand on est dans le nord du Québec. Tout à fait. Trop de chance. Ouais. Sébastien Godette, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.